Et je pense que si la volonté de tout le monde est là, on peut développer Montréal. Il faut juste suffire d'y croire et de faire avancer les choses. De mon côté, d'ici 2017, le projet qui est selon nous très rassembleur, un projet qui est durable, contrairement à ce que le projet Montréal va probablement proposer avec le tramway, nous ce qu'on propose, c'est un SRB, un métro de surface qui réunirait vraiment l'Est et l'Ouest vers le centre-ville, vers les pôles d'emploi, d'un côté et de l'autre de l'île. C'est vraiment notre projet rassembleur avec lequel on veut s'assurer que les gens aient une mobilité pour les 2 et les 3 prochaines générations. Il ne faut pas oublier qu'un métro de surface, un SRB tel qu'on le propose, ce serait quelque chose qui coûterait jusqu'à 8 fois moins cher que ce que le tramway est proposé par M. Bergeron et M. Lavoie et Projet Montréal. Donc, encore une fois, on parle de durabilité, laisser des legs aux générations futures. L'événementiel, c'est sûr, c'est intéressant en 2017, mais toutefois, c'est beaucoup plus intéressant d'y aller avec quelque chose de plus durable et de plus structurant pour la ville. Est-ce que je peux dire un mot sur le SRB? Allez-y. Le SRB, en soi, c'est une très bonne idée. La comparaison que je trouve complètement fallacieuse, c'est de dire que ça coûte moins cher qu'un tramway. Parce que c'est vrai. Sauf que c'est pas la même chose. Savez-vous quoi, le SRB, ça coûte moins cher qu'un métro? Mais c'est pas la même chose. Ce qui serait scandaleux, c'est que ça coûte le même prix qu'un métro. Mais un métro, ça se déplace plus vite, puis ça déplace plus de monde. Il est normal que certaines choses coûtent des prix différents, parce que ce sont des produits différents. Et un tramway, ça déplace plus de monde en même temps qu'un SRB. Et le SRB, je ne suis pas contre le SRB, c'est une boîte à outils. Il y a des rues où vous pouvez mettre des SRB. Exemple, P9. Mais vous ne pouvez pas en mettre sur le vous pouvez pas mettre ça sur Saint-Laurent. Toi, sur le non, c'est ni sur Mont-Royal. C'est développement économique à la limite, là, parce que on est sorti de la culture. C'est ce que j'allais dire. Je cherchais le lien. Mais c'est culturel. On veut visiter nos quartiers culturels. Ça par contre, c'était... Je suis assez surpris quand même. Mais on est déjà la ligne bleue. Oui, oui, absolument. Ben, vous avez remarqué d'ailleurs, c'est ça, justement, on avait relié la culture au métro. Parce que la raison pour laquelle on a créé la ligne bleue, donc j'en ai été avec fierté le premier président du conseil d'administration, c'est qu'on avait tous des défis de visibilité. Donc, autant nous aux écuries que même les institutions plus importantes comme la TOU, comme le cinéma Outre-Monde, tout le monde disait on a des problèmes parce que les Montréalais ont tendance toujours à penser centre-ville pour la culture. Or, comment est-ce qu'on fait rayonner les quartiers culturels puis démontrer aux Montréalais qu'il y a de la culture et qu'il se fait des choses intéressantes dans tous les quartiers de Montréal? Alors est née cette idée justement de se géolocaliser le long de la ligne bleue. Après tout, la plupart des Montréalais sont capables de repérer assez facilement où sont ces quartiers-là. Et ce réseau-là est fantastique. On est rendu avec 33 organisations culturelles maintenant qui en sont membres. Et ce que ça démontre, donc, c'est que de Côte-des-Neiges jusqu'à Saint-Michel, il y a vraiment là, toute une panoplie de théâtres, de galeries d'art, de Cité des arts, du cirque, etc. Donc, il y a une offre culturelle formidable. Et je pense qu'à Montréal, il faut qu'on continue d'investir dans ce genre d'initiative pour faire prendre conscience aux Montréalais de la panoplie de l'offre culturelle qu'on trouve partout à Montréal. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure la section langue et culture sur votre intervention, M. Bergeron, et on va aller à la section 3, éthique et gouvernance. Je vais vous lire le préambule. Ces dernières années, une série de scandales ont dévoilé un système d'appel d'offres qui gonflait artificiellement le prix des contrats et des travaux publics. Des contrats de travaux publics, pardon. Quelle solution proposez-vous afin d'éviter que ce type de système se reproduise? Je vais diriger la première personne qui va intervenir. Ce qu'on va faire, 1 minute par candidat pour présenter votre position. Et puis après, on enchaîne avec débat, discussion, temps de boxe, etc. Monsieur Bergeron, quelle solution proposez-vous afin d'éviter que ce type de système se reproduise? Si vous avez fait comme moi des études en sciences sociales, vous savez, la question fondamentale qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce qu'on agit d'abord via les individus ou les structures? Qu'est-ce qui est le plus déterminant entre les deux? Notre réponse, nous, pour lutter contre la corruption, la collusion et s'assurer que tout ce qu'on a vécu dans les dernières années ne puisse plus se reproduire à Montréal, c'est qu'il faut agir sur les deux fronts. Il faut donc s'assurer d'avoir des élus et des fonctionnaires qui sont plus éthiques. Et ça veut dire bien les choisir, mais également leur donner une formation régulière. Et d'avoir également, donc, on propose la création du poste de commissaire à l'éthique, qui est redevable au conseil de ville et non à l'administration, et de mettre en œuvre une vraie politique de conformité. Mais on veut agir aussi sur les structures, sur le système en place, sur la façon dont la ville fonctionne. Et là, je vois qu'il me reste 9 secondes, alors j'aurai l'occasion de revenir tout simplement.
qu'on va faire, c'est qu'on va y aller comme ça, là. OK. Monsieur Allard. Oui. Alors, Intégrité Montréal, concernant la gouvernance, et Michel Brûlé l'a déjà mentionné tantôt. Je pense qu'il a pas mal mentionné l'ensemble du programme. L'idée, c'est d'installer des caméras et puis d'avoir un Big Brother qui soit présent quand il y a des contrats qui sont accordés par le conseil municipal de plus de 100 000 plutôt que de faire comme c'est le cas actuellement et d'avoir un huis clos sur ces contrats-là. C'est un non-sens. Chaque citoyen de Montréal a le droit de savoir ce qui se passe dans la ville et de savoir comment sont attribués les contrats. Et puis, on questionne sérieusement, aujourd'hui, après avoir vu toutes les dénonciations des scandales financiers, la règle qui veut que le plus bas soumissionnaire obtienne les contrats. On voit qu'on se retrouve avec des rues bourrées de trous, des infrastructures qui ne tiennent pas ou qui ne sont pas garanties 25 ans, comme Intégrité Montréal a l'intention de l'exiger. Un point, c'est tout, que toutes les infrastructures, que tous les travaux qui sont fournis à la Ville de Montréal soient garantis pour 25 ans, ou bien on ne peut pas faire affaire avec ces entrepreneurs-là. Merci beaucoup, M. Allard. M. Lavoie. Si je vais reprendre l'introduction de M. Bergeron, de travailler sur les individus, sur les structures. Et tout le monde va parler de structures, donc je vais parler des individus. Juste pour rassurer tout le monde, c'était pas légal avant de sombrer dans des systèmes de corruption. C'était pas légal avant d'accepter des enveloppes brunes ou que les entrepreneurs viennent porter les cadeaux de Noël aux fonctionnaires. Il ne manquait pas de loi, il manquait de gens honnêtes, d'abord. Et si vous voulez savoir si un parti est honnête, deux tests à vous proposer. Un, c'est qui les fréquentations du parti? Nous, on est le seul parti que personne ne la gagne à Gérald Tremblay. C'est faux. Ah ben oui, vous aussi. Mais quand je me promène chez M. Côté ou chez M. Coderre, ils sont tous là. Et vous, Vous M. êtes Allard? placé à ne pas faire de ses classes. Joe, Oui, oui, à commencer. Deuxièmement, Guillaume. il n'y en a pas, là. Joe, on n'a oui, c'est pas. vrai. On va On a quand même 26 candidats. Donc, si on conclut, il y a seulement mon parti qui a personne qui est associé à l'Union Montréal. Non, c'est complètement fou. Ben là, Ça, c'est le premier Merci. test. Monsieur Mme Lavoie. Josée Duplessis s'est fait élire sous la bannière Projet Montréal aux dernières élections. Mais Et qu'est-ce qui elle s'est passé est dans la c'est première la- mandat où elle Non, s'est c'est fait aider? Je m'excuse. Deuxièmement, c'est faites le test sur un nombre d'années. C'est facile d'être honnête, prétendre être honnête, pendant 3 jours, 3 semaines. Il y en a même qui essaient pendant 45 jours. Nous, ça fait 10 ans. 10 ans que Projet Montréal a un standard d'intégrité approuvé par John Carter. Aucun autre parti est capable d'avoir ça. Ou a essayé de faire ça quand ce n'était pas à la mode. À un moment donné, les gens en place font la différence. Les gens qu'on envoie en politique ont un impact sur le genre de politique qui est fait au-delà des structures. Parce que même avant, il y avait un vérificateur général, même avant, il y avait un contrôleur général, et même avant, il y avait la SQ. Ça n'a pas empêché la corruption de s'incruster à Montréal. Merci beaucoup. Madame Sanson. Merci. Moi, je vais vous parler des idées de mon parti, puis après ça, on pourra discuter de ce qui a été dit. Alors, nous, la première chose pour rendre cette ville-là transparente et intègre, c'est d'implanter un vrai système avec un inspecteur général. Cet inspecteur général ne fait pas le même travail que le commissaire, j'expliquerai la différence tantôt. Cet inspecteur général va avoir le pouvoir d'enquêter. D'enquêter sur nos employés, sur les élus, sur les contrats qui sont donnés. Actuellement, il n'y a personne à l'hôtel de ville qui peut le faire, si ce n'est que la police. Donc, il faut déposer une plainte. Ce qu'on veut de cet inspecteur général, qui sera nommé par le conseil municipal, sera redevable au conseil municipal, pas au maire, pas au comité exécutif, au conseil municipal. Si l'inspecteur voit quelque chose dans un contrat qui est mal donné ou qu'il y a des questions, il a le pouvoir d'arrêter les travaux, de regarder le processus. C'est ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui va prendre en contrôle cette ville. Et je pourrais vous parler de comment nous, dans notre arrondissement, on a réussi à contrer ça en donnant un contrat à nos cols bleus. On est les seuls à Montréal à avoir redonné la construction de nos trottoirs à nos cols bleus. C'est fait à Rosemont. Mais vous l'avez fait après nous. Ah non, c'est pas On vous possible. explique. Monsieur Saint-Pierre. Non, je peux Au dire vrai ça. changement, on prend le pari des données ouvertes et de la transparence totale. C'est ce qui a été fait à New York par le maire Bloomberg pour couper totalement la corruption et la collusion à la source. Ce qu'on veut faire, c'est de rendre disponibles toutes les données en temps réel de la ville. Émission de chèques, les fournisseurs, les contrats,
de façon très très facile en nommant un directeur du numérique et en nommant également une petite Geek Squad. Leur mission, ça va être de mettre en place une plateforme conviviale pour que tout le monde, les Montréalais, les journalistes, les gens de l'extérieur puissent accéder facilement à ces données et qu'ils soient facilement utilisables par la suite. Également, j'en ai parlé précédemment, c'est de couper la culture du plus bas soumissionnaire. Il faut changer notre mentalité en tant qu'administration municipale par rapport à ça et j'en suis sûr que je vais avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard. On part? Allons-y. Mais moi, j'ai une question pour M. Bergeron, parce que ça me titille. Je sais que vous avez parlé d'un commissaire à l'éthique. Oui. Moi, je vous rappelais juste le rôle du commissaire à l'éthique. Actuellement, à la Ville, ce qui nous manque, et moi, je le dis depuis longtemps, on a un conseiller à l'éthique. Ça, c'est notre curé aux élus. C'est juste pour les élus. On va se confesser, mais lui, il n'a pas le droit d'accuser personne. On peut lui dire ce qu'on fait, il garde ça pour lui, et c'est tout, c'est notre conscience et la sienne. Ça fait des années qu'on demande à Montréal, qu'on n'a jamais eu encore, ni même sur la coalition actuelle, un véritable commissaire à l'éthique. Ce commissaire-là est responsable des élus. Lui peut dénoncer une situation, il est juge en même temps de ce qui se passe. Actuellement, on n'a personne qui, pour nous, va nous taper sur les doigts, les élus, si on fait des choses. Le commissaire à l'éthique sert à ça. Moi, mon inspecteur général sert à toucher l'ensemble des employés de la Ville, des contrats, des sous-contrats qu'on donne. Donc, c'est une gestion directe dans le quotidien. À partir du moment où le contrat est donné, souvent les contracteurs se disent « c'est donné, on peut faire ce qu'on veut ». Mais non, cet inspecteur-là va avoir la chance d'arrêter tous travaux non conformes à nos attentes. Il faut se donner cet outil-là si on veut être une véritable métropole et si on veut combattre la corruption et la collusion. On peut s'attaquer, puis c'est ce qu'on va faire, on va se traiter des noms, on va se parler de un puis de l'autre. Ça ne changera rien, ça, à Montréal, si je connais entre nous. Ce qu'il faut, c'est mettre des outils qui vont nous aider à mieux gérer ce qui s'en vient. Dans le passé, ça a été mal géré. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on a décidé de se présenter en politique. Mais il faut regarder de l'avant, mais il ne faut certainement pas faire les erreurs du passé. Puis avec le passé, on est capable d'avancer de l'avant. Moi, je questionne grandement l'idée de l'inspecteur général. Oui. Écoutez, ça a été fait dans plusieurs villes aux États-Unis. Ça rend Dans la ville de New York, dont Mme Joly aime beaucoup. Oui, exactement. Oui, Mais toutefois, à New York, c'est la transparence qui a permis de couper la corruption. Toutefois, dans d'autres villes américaines, ça rend un système totalement improductif. Ça va rajouter une couche à la technocratie. Aussi à Montréal, la technocratie est très très forte chez les fonctionnaires. Moi, je pose la question, comment est-ce qu'on va pouvoir contribuer au développement économique donc, qui est si important pour votre parti sans nécessairement entraver avec ce rôle-là? Vous savez qu'actuellement, les contrats qu'on donne à la Ville doivent passer par l'AMF, Québec. Chaque contrat d'assistance qu'on veut faire, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travaux dans les arrondissements, on doit déposer notre demande avant de faire un appel d'offres à l'AMF qui doit dire « OK, vous pouvez faire l'appel d'offres ». On retourne en appel d'offres, on a une compagnie, on doit la renvoyer à l'AMF, elle doit passer son étape d'intégrité. L'AMF, c'est Québec. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de gérer nos affaires chez nous, sans passer. Vous savez, au début, on nous avait dit, pour régler nos problèmes d'égout et de trottoir, depuis 1 an, on nous avait dit, en 45 jours, inquiétez-vous pas, l'AMF va donner un saut pour dire que la compagnie, elle est correcte, vous pouvez faire vos travaux. Chez nous, ça a pris 9 mois d'attente. Quand on parle de bureaucratie, on a le parfait exemple. Ce qu'on veut, c'est dépendre de personne, dépendre de nous et gérer chez nous notre façon de faire. C'est le rôle de l'inspecteur général. Puis lorsque l'inspecteur général va ouvrir un contrat, est-ce que ce ne sera pas exactement comme ce que l'AMF propose? S'il ouvre le contrat, c'est parce que les travaux sont non conformes à nos attentes. Il nous faut une police des contrats, ce qu'on n'a pas actuellement. Monsieur Lavoie. D'abord, c'est intéressant, l'idée de l'inspecteur général. Ce qui est bizarre, c'est que vous présentiez ça comme une idée nouvelle. En passant à New York, l'inspecteur général... Non, je vais vous dire pourquoi. L'inspecteur général, d'abord, ce n'est pas la recette à tous les mots. Ce n'est pas une idée nouvelle. Il a été créé à New York il y a 140 ans, avant que le FBI existe. Présentement, à Montréal, il y a le vérificateur général, il y a le contrôleur général, il y a l'UPAC, il y a l'IPIM, il y a le vérificateur général à Québec qui pourrait à la limite s'en mêler, et en plus, il y a l'AMF. Je ne suis pas sûr qu'il manque de policiers pour trouver des voleurs. Je pense qu'il y a juste trop de gens qui me... Moi, j'ai une question pour vous. Comment vous faites pour vous associer à des gens dont les bureaux d'arrondissement sont visités par l'UPAC? Moi, je vous répondrais facilement en vous disant qu'on ne peut pas rendre les gens coupables par association.
Je suis celle qui est dans l'opposition depuis 11 ans, qui a critiqué l'administration Tremblay, qui a démissionné pour ne pas faire partie de cette fameuse coalition à l'hôtel de ville. Je dois juste vous remettre arrivez les de choses Vision claires. Montréal, le parti probablement le plus condamné Écoutez, dans l'histoire moi, je pense que du vous êtes financement à Montréal. peut-être un petit peu mal placé pour parler d'intégrité d'éthique. Ah oui? Expliquez-moi ça. Oui, on vient de voir dans les journaux dernièrement une décision dans le plateau Mont-Royal qui a créé un propre organisme et que l'arrondissement donne des sous. Vous avez présentement une conseillère dans Rosemont qui est présentement en procédure judiciaire pour avoir fait un dépassement de ses dernières campagnes électorales. On a un numéro de dossier, elle vient d'être passée en cours. On attend le résultat qui malheureusement va arriver après l'élection. Fait que lorsqu'on parle d'intégrité et d'éthique, moi je pense qu'on devrait juste faire un petit peu attention à tout le monde. Moi je veux juste vous dire ça. Et là, comme vous nous parlez tantôt, madame, je veux juste vous rappeler que Mme Duplessis a été élue en 2005 sous le règne de M. Tremblay. Et quand tous ces scandales se sont faits, quand tous les scandales de l'administration ont été mis à jour, c'était entre 2005 et 2009 principalement. Là où Mme Duplessis a fait ses classes, et je la respecte, je l'adore, mais venez pas nous parler, venez pas nous donner de leçons d'intégrité. Bien, je pense que c'est important que vous en ayez une, puis je pense que je vais vous dire la chose suivante. Je ne dis pas que tous les gens qui étaient chez M. Tremblay récemment étaient coupables de corruption. Absolument pas. Mais peu importe qui, il tombe dans 3 catégories. Ou bien il était corrompu, je ne sais pas qui. Ou bien ils ont décidé de regarder ailleurs, mais ils le savaient. Ou bien il était juste trop nouille pour se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Le projet Montréal était également à l'hôtel de ville quand tout ça s'est passé. Donc si... Mais je m'excuse, mais le projet Montréal était également là. Donc, si on parle de vigilance, il faudrait se poser la question également. C'est exactement, c'est n'importe quoi. Je pense que vous n'avez jamais écouté une séance du conseil municipal. Moi, je les ai vécues avec M. Bergeron, je peux vous dire. Les gens du projet Montréal étaient quand même là. Il y avait des élus du projet Montréal. Si on parle de vigilance, si on parle de questionnement, quelle question le projet Montréal a posée? Quelle vigilance y a-t-il eu du projet Montréal? Le projet Montréal l'a tellement dénoncé que M. Bergeron est devenu membre du comité exécutif en 2009. Il a fait partie des décisions. Venez me dire ça qu'il l'a dénoncé. S'il vous plaît, parlons des choses sérieuses. M. Bergeron, M. Allard. Il était membre du comité exécutif. Avez-vous suivi les séances du conseil municipal? Toutes? Vous attaquez l'intégrité de Richard Bergeron. Aujourd'hui, personne n'attaque l'intégrité de M. Bergeron. On pose la question. Pas moi, vous hein, parlez attaquez? de Richard. Je veux juste être sûr. Non, c'est parce que... Non, mais je veux... Oui, mais c'est ça, laissez-moi terminer. Vous nous accusez de dire qu'on a des gens qui ont fait partie d'Union Montréal. La présidente du comité exécutif actuel a fait ses classes à Union Montréal. On ne peut pas oublier, on ne peut pas renier notre passé. On commence comme ça. Je comprends, elle a changé d'idée en 2009, elle s'est fait élire avec Projet Montréal. Soit. Elle a appris quand même à l'école d'Union Montréal. En 2009, M. Tremblay s'est fait élire et a offert un poste à M. Bergeron, membre du comité exécutif, avec une solidarité ministérielle au comité exécutif pour toutes les décisions. M. Bergeron a dit oui, bien, il a joué le jeu. Combien de temps? Il a joué le jeu de l'intégrité. Moi, je peux vous dire que j'ai quitté mon répondez pas à parti la par question. principe de ne pas m'associer à aucune de ces coalitions. M. Bergeron, je vous écoute. Il était membre du comité exécutif, oui ou non? Est-ce qu'il était membre du comité exécutif? Oui. Et je vais vous dire, il y a quelque chose d'honorable. M. Bergeron? Non, mais un instant, il y a quelque chose d'honorable. C'est bon, il me le dit, un instant. Oui, il y a quelque chose d'honorable dans ce que M. Richard Bergeron a fait. Le lendemain d'une élection, les élus ont la responsabilité d'accepter le verdict populaire. Il était impératif pour Montréal, après 2 mandats catastrophiques de Gérald Tremblay, d'espérer la réussite de son 3e mandat. Et honorablement, il a décidé de contribuer à l'aventure en posant des conditions extraordinairement claires et pas en joignant le parti corrompu Union Montréal, en restant projet. Et lorsque cela est devenu non conséquent, non respectueux des conditions posées, M. Bergeron a quitté. Parfait. M. Bergeron. Vous me donnez combien de temps? Oh, mon Dieu. 10 secondes, vous avez dit. 10 secondes, c'était M. Lamar. Ah, d'accord. J'allais dire, Mme Sanson, vous expliquez très bien, en fait, le rôle du commissaire à l'éthique, donc ça paraît que vous venez de... Je l'attends depuis 11 ans. Ben voilà, mais là, nous, on le propose, puis on veut le faire. Et votre inspecteur, à mon avis, c'est redondant. On a déjà la police provinciale, je vais le dire comme ça, avec l'UPAC et son escouade marteau. On a l'épée maintenant avec la police à Montréal.
Je suis un peu d'accord avec M. Lavoie là-dessus. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous voulez rajouter une autre couche, encore une autre police du contrat? Moi, je pense que je vais le réexpliquer, c'était peut-être pas assez clair. On ne veut pas de la police. Ce qu'on veut, c'est qu'actuellement, ils appellent ça la police, oui, la police du contrat. Ce qu'on veut actuellement, c'est pas téléphoner à la police et faire arrêter tout le monde. On veut faire de la prévention. On veut avoir un inspecteur qui va s'assurer que les conditions de base soient respectées. À partir du moment où elles ne le sont pas, il va appeler les PIN. S'il voit qu'il y a quelque chose, une collusion, une corruption, une malversation dans le contrat, mais actuellement, à la Ville, le vérificateur n'a pas ce pouvoir-là. Il le vérifie, son mandat selon la Charte et la loi, ce n'est que de vérifier ce qui se passe à la Ville sur certains dossiers à la fois. Ce qu'on veut, c'est une équipe, une personne et son équipe qui va faire cette vérification-là. Le vérificateur va travailler. Non, au contraire, on n'aura pas affaire à l'AMF. On va pouvoir le faire en moins de 290 jours. On va le faire en l'espace de quelques mois. On a déjà des gens qui sont en place. Non, il y a des gens à l'AMF. On dépend d'une organisation qui, selon son temps, va traiter nos dossiers. Ce qu'on veut, c'est que Montréal, c'est une métropole. On ne peut pas passer comme on vient de passer la dernière année sans faire aucun travaux dans nos rues. Je vous invite à aller juste visiter la rue Jarry dans le quartier de Villeray. Là, on se croirait en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'avoir le contrat pour faire le sous-sol puis faire le dossier en même temps. C'est encore jamais là-bas à l'AMF. Parce que vous savez, je vais vous donner un petit cours 101, là. La façon dont les dossiers sont traités à l'AMF, c'est par 4 priorités. La première, les dossiers hyper urgents à Montréal. Ceux qui peuvent traiter 20 dossiers par mois. Hyper urgents pour la Ville de Montréal. La deuxième, c'est les dossiers pour les grandes rues artérielles, encore de la Ville de Montréal. Le troisième, c'est pour des rues qui sont à la fois artérielles, mais à la fois locales, mais pas locales. Et la quatrième priorité, c'est les arrondissements. Fait quand bien même, là, on est 19 arrondissements, quand bien même qu'on veut déposer, puis moi je veux faire ma rue maintenant, j'ai déposé mon dossier l'année passée au mois de janvier, au début de l'année, j'ai toujours pas de réponse parce qu'il y a d'autres priorités qui passent avant nous. Ce qu'on veut à Montréal, puis il y a d'autres priorités de l'AMF, là. Donc, nous, on est là-dedans quand il y a le temps de s'en occuper. Ce qu'on veut, c'est plus que 20 dossiers par mois. On veut en avoir pour notre argent. On fait des prêts, on planifie nos PTI. On veut gérer notre argent correctement. Bien, donnons-nous les moyens, comme une métropole, d'être capable de se gérer avec ce qu'on a, puis avec des gens compétents pour s'assurer que tout se fasse dans la transparence et correctement. C'est le rôle de l'inspecteur général. Oui, M. Allard, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Michel en a déjà dit beaucoup. Ouais. Moi, j'avais une question pour vous, Mme Sanson. Oui. Les argents qui vont être récupérés là, de tous les entrepreneurs des rues qui vont être condamnés éventuellement suite à la commission Charbonneau. Comment est-ce que vous allez traiter la blacklist, justement, établie par l'AMF? Parce que là, si les travaux sont paralysés par l'Autorité des marchés financiers, c'est en partie parce qu'il y a trop d'entrepreneurs qui ont participé à la collusion et puis à la corruption de la Ville de Montréal, que dans les listes, là, quelque part, il y a des entrepreneurs qui ne peuvent plus travailler pour la Ville et ça pose un grave problème. On n'est pas en Afghanistan et puis il faut les faire faire des travaux. Il faut les faire faire, mais on ne les fera pas faire par n'importe qui. Alors, les deux questions, je vous ai posé deux questions. D'abord, il va y avoir des remboursements, je l'espère, de la part des entrepreneurs véreux. OK. Puis deuxièmement, qui vont être les entrepreneurs et qu'allez-vous faire de la blacklist? Vous savez, pour ce qui est des poursuites auprès des entrepreneurs, actuellement, les avocats de la Ville sont sur le dossier. Quand bien même qu'ils ont été accusés, il faut être capable de prouver dossier par dossier. Et on pourra nous poursuivre ces entrepreneurs-là. Pour ce qui est de l'AMF, il n'est pas question qu'on donne des contrats à des compagnies qui n'ont pas été autorisées actuellement par l'Autorité des marchés financiers. Je connais des arrondissements géré par un parti qui est devant nous aujourd'hui, pour ne pas le nommer, qui est à côté de moi, qui a passé outre la demande de passer à l'AMF, qui a donné lui-même des contrats dans l'arrondissement à des compagnies style M. Accourceau et d'autres personnes qu'on nommera pas. Et ces contrats-là ont été donnés quand même, sans passer par l'AMF. À la Ville, on a une façon de faire. Il y en a d'autres qui se disent que cette façon de faire-là est peut-être moins bonne, et ils décident de le faire à leur risque et péril. Et ça, pour nous, on pense que c'est inadmissible si on veut gérer une ville, si on se met des règles.
Il faut qu'on les Madame respecte, Sanson, les vous allez 19 devoir arrondissements vivre avec ensemble. Êtes-vous en Ah train- oui, ah oui, ah oui. Est-ce Ben que oui, vous j'ai des affirmez, décisions du comité est-ce que vous exécutif. affirmez que les contrats ont été donnés Sans passer par la manière LF. illégale? Sans passer par Non, la c'est pas ça que je LF. vous ai demandé. Mais moi, je vous dis sans Est-ce passer que par la vous LF. affirmez qu'ils ont été donnés de manière illégale? Moi, ce que je Bon, on vous ne vous dis... dit pas ça. Non, ce que Donc, vous n'avez je... pas de fait. Oui, j'ai des décisions. Allez voir le conseil d'arrondissement de Rosemont et du Plateau. Il y a des décisions qui ont été faites. Et ça, c'est écrit dans tous nos Est-ce sommaires qu'il a été décisionnels. donné de Excusez-moi, manière laissez-moi illégale? finir. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ces contrats ont été donnés sans respecter les ordres que nous avions de la Ville-Centre de faire accepter les compagnies par l'AMF. Parlez-en au maire qui gère actuellement. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, le plus, c'est que M. Bergeron nous dit voici, à exemple, mes 2 arrondissements modèles, c'est ce que je veux faire à Montréal. Et quand je me rends compte qu'ils ne passent même pas par les processus officiels de la Ville pour faire reconnaître leur compagnie, puis on nous parle de transparence, permettez-moi de me questionner. Ouais, moi, je ne peux pas accepter une leçon d'intégrité de Union Montréal ou Union Coderre. En plus, les gens... J'étais pas dans l'Union, inquiétez-vous pas. Mais vraiment, là, Vous dites que je suis dans l'Union? Non, je dis que vous êtes maintenant dans Union Coderre. Non, je suis maintenant dans le parti de la coalition de M. Coderre, donc équipe Coderre pour Montréal. Vous avez pris notre vocabulaire? Excusez-moi. C'est parce que j'étais avec M. Coderre. Ça fait 2 fois que je fais ce lapsus-là, mais M. Coderre et moi, ils sont dans la coalition Coderre dans les années 80. On a commencé ensemble, puis c'est resté dans mon disque, mais le parti équipe de Coderre pour Montréal regroupe plus de 70 de nouveaux candidats. C'est pas le 70 qui me Mais c'est dérange, c'est le important. 30 qui était avec Gérard. Pas 30 on ne peut pas rendre les gens coupables par association. Vous dites que monsieur le président du comité exécutif, M. Rouchitilian, fait partie de cet institut de corruption. C'est ce que vous Je dites? sais qu'il tombe dans une des 3 catégories, puis je pense que ça ne permet pas de siéger au conseil municipal. Donc, Mme Duplessis aussi, c'est pour ça qu'elle a décidé de ne pas se représenter. Je sais très bien qu'il ne se représente pas. Si je n'entrerai pas là-dedans, gardons un peu Je de pense place dans le qu'on va débat. regarder ici, on va parler des machins. Je veux qu'on en parle pendant ça. Alors, nous avons fini la section sur l'éthique et gouvernance. Je vous laisserai 30 secondes là, pour conclure chacun des candidats sur l'éthique et la gouvernance. Pour moi, 30 secondes. On va y aller, on va faire ça à la enquête, comme dirait ma grand-mère. 30 secondes, je terminerai en disant qu'il faut impérativement réacquérir de meilleures compétences internes à la Ville de Montréal. On a laissé trop aller. Donc, on n'avait même pas des bons vérificateurs de chantier. On n'avait pas suffisamment d'expertise à l'interne pour être capable de juger de la qualité et des compétences de ce qui est livré. Le prix, c'est une chose, ce n'est pas tout. Il faut être capable également de faire un jugement valable de la qualité du travail qui est livré. On l'a perdu. On doit se réapproprier cette capacité-là à la Ville de Montréal. Intégrité Montréal veut offrir la possibilité aux citoyens de toute la ville d'avoir droit de regard sur tous les contrats qui sont donnés par le comité exécutif à des contracteurs, en installant des caméras qui vont rendre compte de toutes les décisions, de toutes les soumissions qui sont soumises et mises à l'étude, sans rentrer dans les détails, qu'au moins chaque citoyen ait à sa disposition sur Internet la possibilité de voir les chapitres ou les événements du conseil municipal qui se rapportent à son quartier, à son arrondissement, et puisse analyser ça de son propre chef. Merci beaucoup, M. Allard. Une transparence absolue. Pour moi, la bonne gouvernance, la saine gestion, la transparence et l'intégrité, ça commence au tout début du processus. C'est le financement des candidats et des partis politiques qui les recrutent. Ça fait 10 ans que le projet Montréal a été fondé sur la prémisse qu'il était possible d'avoir du financement propre à 100% pour tous ces candidats. Et John Gomri de la commission Gomri dit « Voici le standard le plus élevé jamais atteint. » Et notre liste de donateurs est publiée et mise à jour toutes les 48 heures pendant la campagne. Ça, c'est la base. Une administration gérée par Denis Coderre et son équipe va miser sur les forces vives de nos employés. 28 000 employés à la Ville de Montréal. On va essayer de maximiser le travail à l'interne plutôt que de mettre en contrat à l'externe. Évidemment, on a une bonne expertise. Moi, j'ai fait la preuve de mes trottoirs en disant, mais pourquoi pas l'école bleue, parce qu'on donnait ça à des contracteurs. C'est un projet qui a magnifiquement bien terminé. On vient de le terminer cette semaine. Les résultats sont probants. Et c'est ce qu'on veut instaurer à travers Montréal, redonner cette fierté à nos employés
là où on peut avoir cette expertise-là, la développer, parce que nous sommes une administration qui offre des services à la population. Merci, Mme Sanson. M. Saint-Pierre, on a parlé de blacklist de l'AMF. Il ne faut pas oublier que derrière ces gens qui sont enquêtés par l'UPAC et par tous les corps policiers dont on a parlé, il y a des travailleurs, il y a des talents à Montréal, des étudiants qui travaillent dans différents domaines. Tout ce qu'on va offrir, c'est une amnistie à ces entreprises-là. D'abord, il faut rembourser Montréal pour le surprix qu'on a payé durant toutes ces années. Et également, c'est très important de garder ces talents-là, garder les sièges sociaux et aussi penser à la rétention des étudiants de l'ETS, de la Polytechnique et des autres écoles à Montréal. C'est ce que le vrai changement va proposer concernant ces différentes entreprises. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Merci beaucoup. Donc, ça termine le débat pour en parler. Vous allez avoir une période de questions d'une vingtaine de minutes. Vous pouvez adresser vos questions à un candidat ou à l'ensemble des candidats. Auquel cas, c'est encore une question de 30 secondes pour répondre. Parce que 20 minutes, une demi-heure maximum de questions. Je vous écoute, Michel. Oui, moi, je m'adresse aux 5 candidats. C'est concernant la fraude dans les organismes communautaires. J'en ai parlé à plusieurs personnes qui s'impliquent dans différents organismes. C'est souvent des choses qui sont cachées, mais qui sont sues généralement. Là, moi, je suis présentement dans une cause. Puis dans un autre organisme, j'ai un président qui vient de se nommer directeur général d'un organisme subventionné et vient de décider en CA que son mandat de président passe de 1 an à 3 ans, plutôt que ça se fasse après une assemblée générale. La dernière fois que j'ai vu une fraude dans un organisme communautaire, je suis allé au poste de police et la police me dit simplement « Avez-vous un mandat du conseil d'administration pour porter plainte pour fraude? » Ça a pris environ une vingtaine d'appels téléphoniques à différentes instances pour que la police finisse par accepter la plainte pour fraude. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour soutenir les citoyens qui veulent dénoncer la fraude puis éviter que ça se répète de façon récurrente, répétitive dans les organismes communautaires à Montréal? Je pense que c'est du ressort de l'autorité des marchés financiers jusqu'à un certain point, en autant qu'il y a des fonds publics qui sont concernés. L'autorité des marchés financiers a le droit de regard sur tout ce qui se passe au niveau même communautaire. Et c'est plutôt là que la plainte devrait être dirigée, à mon avis. Moi, je veux peut-être connaître un cas vécu aussi également dans l'arrondissement. Il faut quand même dissocier la responsabilité de la Ville à travers la gestion des organismes. Il y a des organismes qui sont partenaires avec la Ville qui reçoivent des subventions de la Ville. Si c'est un organisme qui reçoit des sous de la Ville, je vous invite à communiquer avec votre arrondissement parce qu'on a des agents de développement social qui sont responsables de suivre un peu ce qui se passe avec les organismes. Si c'est un organisme qui n'est pas subventionné par la Ville n'a pas de pouvoir pour aller vérifier parce qu'on n'a pas de ressort. C'est un organisme qui est indépendant. Cependant, au niveau du service de police, si votre plainte est bien documentée, vous ne devrez pas avoir de problème pour qu'elle puisse la prendre parce que c'est là où on doit aller lorsqu'on parle de fraude. On va finir avec la filière 13, Mme Sanson. Bien, vous voulez faire quoi qu'on devienne la police des organismes? Non, je parle des autorités compétentes qui ont ça le va droit de monter à Québec, regarder. dans 350 jours, ils vont répondre. Pas nécessaire. D'abord, le premier chien de garde d'une organisation, c'est son conseil d'administration. Le premier message, et on le voit autant dans les grandes corporations privées que dans les petits OSBL, le conseil d'administration, son rôle, c'est pas d'être là pour chouchouter le dirigeant, c'est là pour protéger l'intégrité de l'organisation. Alors, il faut occuper les postes au conseil d'administration et se comporter comme un administrateur qui fait son travail. Deuxièmement, effectivement, s'ils reçoivent des fonds publics, allez à celui qui finance. Portez vos demandes. Parce qu'il n'y a pas un donateur de fonds, qu'il soit privé et encore plus public, qui politiquement va accepter de cautionner des pratiques qui ne seraient pas au meilleur de ce que l'on souhaite. Moi, par exemple, comme élu, si vous venez me voir et que je trouve que l'arrondissement, et ça donne que l'arrondissement finance un organisme qui n'est pas géré selon les règles de l'art, mon incitatif, il faut toujours viser les incitatifs politiques premiers, c'est de mettre de la pression sur cette organisation-là et voir ne pas renouveler, voire même retirer le financement accordé. Il est très, très important de comprendre que les deux moyens de pression, c'est par le conseil d'administration ou par celui
ou celle ou l'organisation qui finance. Ce sont les deux poignées beaucoup plus efficaces qu'une plainte à la police, même s'il ne faut jamais l'enlever comme parmi les possibilités. Écoutez, je pense que tout a été dit. Là, moi, je vais l'attendre du côté du projet Montréal. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a des questions dans la salle? Oui, absolument. Monsieur Liet, vous avez la main tout à l'heure, vous avez vu. Merci d'être candidat. Donc, en fait, une question qui va toucher justement aux questions de justement d'intégrité, de corruption. Bon, il y a eu différents facteurs pour faire en sorte que ça a été mis à jour. Mais je pense qu'il y a un des acteurs importants, c'est les citoyennes et les citoyens qui se sont mobilisés pour ça, qui ont fait des manifestations, des rassemblements, différents organismes et tout ça. Et là, en fait, il y a une position, en fait, hier encore, il y a eu plein d'arrêtés au niveau d'un règlement municipal qui est complètement, quant à moi, aberrant. Et aussi, on est à l'UQAM, qui était un des persos justement de la grève des mobilisations. Et puis, ce que je me demandais, en fait, c'est pourquoi tous les partis, en fait, je crois que c'est en position que vous avez, c'est pas contraire, si c'est contraire, n'ont pas décidé justement d'abolir, d'abroger, de modifier, et aussi d'ailleurs le projet Montréal, qui pourtant avait défendu justement pour des modifications, et récemment, M. Bergeron qui a fait une entrevue où il disait que non, il ne voulait pas le modifier, tout ça. Donc, je me demande, en fait, en tant que activiste militant et tout ça, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Quelle est votre position sur PCC? Intégrité Montréal s'engage